Les Misérables, livre 3e, en l'année 1817. Chapitre 1er, 1817 est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal, qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne. C'est l'année où M. Bruguière de Sorsum était célèbre. Toutes les boutiques des perruquiers, espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal, étaient badigeonnées d'azur et de fleurs de lysée. C'était le temps candide où le comte Lynch siégea tous les dimanches comme marguillier au banc d'œuvre de Saint-Germain-des-Prés, en habit de pair de France, avec son cordon rouge et son long nez, et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat. L'action d'éclat commise par M. Lynch était ceci: avoir, étant maire de Bordeaux, le 12 mars 1814, donné la ville un peu trop tôt à M. le duc d'Angoulême. De là ça périt. En 1817, la mode engloutissait les petits garçons de 4 à 6 ans sous des vastes casquettes en cuir maroquiné à oreillons assez ressemblantes à des mitres d'esquimaux. L'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne, les régiments s'appelaient légions, au lieu de chiffres ils portaient les noms des départements. Napoléon était à Sainte-Hélène et comme l'Angleterre lui refusait du drap vert, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mademoiselle Bigottini dansait, Potier régnait, Audry n'existait pas encore. Madame Saqui succédait à Forioso. Il y avait encore des Prussiens en France. Monsieur Delalotte était un personnage. La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing, puis la tête à Plénier, à Carbonneau et à Toléron. Le prince de Talleyrand, grand chambellan, et l'abbé Louis, ministre désigné des Finances, se regardaient en riant du rire de deux augures. Tous deux avaient célébré le 14 juillet 1790 la messe de la Fédération au Champ de Mars. Talleyrand l'avait dite comme évêque, Louis l'avait servi comme diacre. En 1817, dans les contre-allées de ce même Champ de Mars, on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie, pourrissant dans l'herbe, peints en bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées. C'étaient les colonnes qui, 2 ans auparavant, avaient soutenu l'estrade de l'empereur au Champ de Mai. Elle était noircie çà et là de la brûlure du bivouac des Autrichiens baraqués près du Gros Caillou. 2 ou 3 de ces colonnes avaient disparu dans le feu des bivouacs et avaient chauffé les larges mains des Kaiserlich. Le Champ de Mai avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au Champ de Mars. En cette année 1817, 2 choses étaient populaires, le Voltaire Touques et la tabatière à la Chartre. L'émotion parisienne la plus récente était le crime de Daughton, qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs. On commençait à faire au ministre de la Marine une enquête sur cette fatale frégate de la Méduse qui devait couvrir de honte Chaumarex et de gloire Géricault. Le colonel Selves allait en Égypte pour y devenir Soliman Pacha. Le palais des Thermes, rue de la Harpe, servait de boutique à un tonnelier. On voyait encore sur la plateforme de la tour octogonale de l'hôtel de Cluny la petite logette en planche qui avait servi d'observatoire à Messier, astronome de la marine sous Louis XVI. La duchesse de Duras lisait 3 ou 4 amis dans son boudoir meublé 10 en satin, bleu ciel, ourika inédit. On grattait les haines au Louvre. Le pont d'Austerlitz abdiqué et s'intitulait Pont du Jardin du Roi, double énigme qui déguisait à la fois le pont d'Austerlitz et le jardin des plantes. Louis XVIII, préoccupé, tout en annotant du coin de l'ongle Horace, des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins, avait 2 soucis, Napoléon et Mathurin. Bruno. L'Académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude. Monsieur Bellart était officiellement éloque. On voyait germer à son ombre ce futur avocat général de Bruy, promis au sarcasme de Paul-Louis Courier. Il y avait un faux Chateaubriand appelé Marchangy. En attendant qu'il eût un faux Marchangy appelé Darlincourt, Claire d'Albe et Malek Adel étaient des chefs-d'œuvre. Madame Cotin était déclarée le premier écrivain de l'époque. L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte. Une ordonnance royale exigeait Angoulême en école de marine car le duc d'Angoulême étant grand amiral. Il était évident que la ville d'Angoulême avait de droit toutes les qualités d'un port de mer, sans quoi le principe monarchique eût été entamé.
On agitait en Conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnaient les affiches de Franconi et qui attroupaient les polissons des rues. Monsieur Paër, auteur de l'ânesse, bonhomme à la face carrée, qui avait une verrue sur la joue, dirigeait les petits concerts intimes de la marquise de Sassenaye, rue de la Ville-l'Évêque. Toutes les jeunes filles chantaient l'Hermine de Saint-Avel, parole d'Edmond Géraud. Le nain jaune se transformait en miroir. Le café Lamblin tenait pour l'empereur contre le café Valois qui tenait pour les Bourbons. On venait de marier à une princesse de Sicile, monsieur le duc de Berry, déjà regardé du fond de l'ombre par Lovell. Il y avait 1 an que madame de Staël était morte. Les gardes du corps sifflaient mademoiselle Mars. Les grands journaux étaient tout petits, le format était restreint, mais la liberté était grande. Là, le constitutionnel était constitutionnel. La Minerve appelait Chateaubriand, Chateaubriand. Ce thé faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans les journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnold n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité, Soult n'avait gagné aucune bataille. Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. Personne n'ignorait qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent. Les polices se faisaient un religieux devoir de les intercepter. Le fait n'est point nouveau, Descartes banni s'en plaignait. Or, David ayant, dans un journal belge, montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait, ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouaient à cette occasion le proscrit. Dire les régicides, ou dire les votants, dire les ennemis, ou dire les alliés, dire Napoléon, ou dire Buonaparte. Cela séparait 2 hommes plus qu'un abîme. Tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi Louis XVIII, surnommé l'immortel auteur de la Charte. Au terre-plein du Pont-Neuf, on sculptait le mot « Redivivus » sur le piédestal qui attendait la statue de Henri IV. Monsieur Piette ébauchait rue Thérèse numéro 4 son cocialibule pour consolider la monarchie. Les chefs de la droite disaient dans les conjonctures graves « il faut écrire à Bacot ». Monsieur Canuel, O'Mahony et de Chapdelaine esquissait, un peu approuvé de monsieur, ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau. L'épingle noire complotait de son côté. De la Verdille s'abouchait avec Trogoff. Monsieur Decazes, esprit dans une certaine mesure libéral, dominait Chateaubriand. Debout tous les matins, devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue Saint-Dominique, en pantalon à pied, ayant pantoufles, ses cheveux gris coiffés d'un mandrat, les yeux fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgien dentiste ouvert devant lui, se curait les dents, qu'il avait charmantes, tout en dictant les variantes de la monarchie selon la charte de M. Pilorge, son secrétaire. La critique faisait autorité, préférait Lafont. À Talma, M. de Falaise signait A, M. Hoffmann signait Z, Charles Nodier écrivait Thérèse Aubert. Le divorce était aboli, les lycées s'appelaient collèges, les collégiens ornaient au collet d'une flaire de lys d'or, si gourmet à propos du roi de Rome. La contre-police du château dénonçait à son Altesse royale Madame le Portrait, partout exposé, de Monsieur le duc d'Orléans, lequel avait une meilleure mine en uniforme de colonel général des Houzardes que Monsieur le duc de Berry en uniforme de colonel général des Dragons. Grave inconvénient. La ville de Paris faisait redorer à ses frais le dôme des Invalides. Les hommes sérieux se demandaient ce que ferait, dans telle ou telle occasion, Monsieur de Tringuelague. Monsieur Cauzel de Montal se séparait sur divers points de Monsieur Cauzel de Courcerc, et Monsieur de Salaberry n'était pas content. Le comédien Picard, qui était de l'Académie dont le comédien Molière n'avait pu être, faisait jouer les 2 Philibert à l'Odéon, sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement « Théâtre de l'impératrice ». On prenait parti pour ou contre Cugnet. De Montarlot, Favier était factieux, Bavoux était révolutionnaire. Le libraire Pélissier publiait une édition de Voltaire, sous ce titre « Œuvre de Voltaire de l'Académie française ». Cela fait venir les acheteurs, disait cet éditeur naïf. L'opinion générale était que M. Charles Loison serait le génie du siècle. L'envie commençait à le mordre, génie de gloire,
et l'on faisait sur lui ce vers. Même quand l'oiseau vole, on sent qu'il y a des pattes. Le cardinal Fesch, refusant de se démettre, M. de Pin, archevêque d'Amazie, administrait le diocèse de Lyon, la querelle de la vallée des Dappes commençait entre la Suisse et la France par un mémoire du capitaine Dufour, depuis général. Saint-Simon ignorait, échafaudait son rêve sublime. Il avait à l'Académie des sciences un fourrier célèbre que la postérité a oublié et dans je ne sais quel grenier un fourrier obscur dont l'avenir se souviendra. Lord Béon commençait à poindre. Une note d'un poème de Millevoye l'annonçait à la France en ces termes. Un certain Lord Baron, David d'Angers, s'essayait à pétrir le marbre. L'Abbé Caron parlait avec éloge, en petit comité de séminaristes, dans le cul-de-sac des feuillantines, d'un prêtre inconnu nommé Félicité Robert, qui a été plus tard l'âme en est. Une chose qui fumait et clapait sur la Seine avec le bruit d'un chien qui nage, allait et venait sous les fenêtres des Tuileries. Du pont Royal au pont Louis XV, c'était une mécanique bonne à pas grand-chose, une espèce de joujou, une rêverie d'inventeur, songe creux, une utopie, un bateau à vapeur. Les Parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence. Monsieur de Vaublanc, réformateur de l'Institut par coup d'État, ordonnance et Fournet, auteur distingué de plusieurs académiciens, après en avoir fait, ne pouvait parvenir à l'être. Le faubourg Saint-Germain et le pavillon Marsan souhaitaient pour préfet de police M. Delaveau, à cause de sa dévotion. Dupuytren et Récamier se prenaient de querelle à l'amphithéâtre de l'école de médecine et se menaçaient du poing à propos de la divinité de Jésus-Christ. Cuvier, un œil sur la Genèse et l'autre sur la nature, s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. M. François de Neufchâteau, louable cultivateur de la mémoire de Parmentier, faisait 1000 efforts pour que pomme de terre fût prononcée Parmentière et n'y réussissait point. L'abbé Grégoire, ancien évêque, ancien conventionnel, ancien sénateur, était passé dans la polémique royaliste à l'état d'infâme Grégoire. Cette locution que nous venons d'employer, passée à l'état de, était dénoncée comme néologiste par M. Royer-Collard. On pouvait distinguer encore à sa blancheur sur la troisième arche du pont d'Inéa la pierre neuve avec laquelle 2 ans auparavant on avait bouché le trou de mine pratiqué par Blücher pour faire sauter le pont. La justice appelait à sa barre un homme qui, en voyant entrer le comte d'Ardois à Notre-Dame, avait dit tout haut « Sapristi ! Je regrette le temps où je voyais Bonaparte et Talma entrer bras dessus, bras dessous au bal sauvage. » Propos séditieux, 6 mois de prison. Des traîtres se montraient déboutonnés, des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachaient rien de la récompense et marchaient impudiquement en plein soleil dans le cynisme des richesses, dans le débraillé de leur turpitude, payer, étaler leur dévouement monarchique tout nu, oubliant ce qui est écrit en Angleterre sur la muraille intérieure des water-closets publics « Please adjust your dress before leaving ». Voilà, pelé-melé, ce qui surnage confusément de l'année 1817, oublié aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement l'infini. L'envahirait. Pourtant ces détails qu'on appelle à tort petits. Il n'y a ni petit fait dans l'humanité, ni petite feuille dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Fin du chapitre 1.